Alors, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vous êtes beau, en fait. Ouais, vraiment, vraiment, vous êtes très, très, très beau, vous êtes belle, vous êtes sympathique. Et nous, on a été très touchés avec mon épouse de voir à combien vous êtes ouvert, vous êtes chaleureux, vous êtes aimant. Et moi, ça me touche profondément, ça, parce que j'adore cette dimension de l'amour. Et je trouve que tout ce que nous faisons aujourd'hui dans notre vie, quel que soit l'axe que nous allons prendre, que ce soit par exemple l'infoprenariat, la conférence, le coaching, pour moi, je trouve que ça, c'est un énorme prétexte. En vrai, nos métiers, c'est un prétexte à faire plusieurs choses, à se réaliser et à aimer. À aimer nos clients, à aimer les relations qu'on va mener, à aimer nos partenaires. Ce qui nous permet de nous aimer encore plus. Et quand on s'aime encore plus, on peut donner encore plus d'amour. Alors s'il y a une chose que vous devez maintenir de cette conférence, c'est qu'à chaque fois que vous mettrez de l'amour dans ce que vous faites, à chaque fois que vous mettrez de l'amour dans ce que vous êtes, vous ne pouvez jamais, jamais, jamais vous tromper. Ça, c'est la grande leçon à retenir. Ma conférence est terminée. Merci. Alors, ça, c'est le côté positif. J'étais tellement content de venir voir Martin, de connaître sa famille, de vous connaître tous. Puis franchement, une salle comme ça, c'est incroyable. Il y a une énergie qui est fabuleuse. Et je ne sais pas si vous êtes conscient de la chance et de l'opportunité que vous avez d'être ici. Mais vraiment, un truc de dingue. Je suis très heureux de la vie que je mène. Je suis très heureux de la vie que j'ai. Je suis très heureux de la relation que j'ai avec mon épouse, celle avec mes enfants, même si je trouve que vos enfants sont tous incroyables. Vous savez quoi, ces enfants extraterrestres que vous avez qui font des vidéos à 14 ans, nous, on leur gueule dessus en garde journée. Va bosser, tu bosses pas, tu vas rien faire dans ta vie. Et il y en a, ils sont sur YouTube, ils écrivent des bouquins à 7 ans. Là, on commençait vraiment à avoir les boules. Ma femme dit, est-ce que tu penses que nos enfants sont demeurés? Je pense qu'ils ont reçu notre éducation, il faut qu'on se mette en question. Donc, super content. Et puis après, alors je vous parle des petits détails du retard, des 6 heures de retard, des valises qui arrivent. C'est un concept. Au Canada, je n'ai pas compris qu'en fait, le passager arrivait avant ses valises. C'est un concept, je trouve un truc intéressant. Et puis, j'étais quand même super content, excité d'être là. Et puis, Martin fait son premier test. Il dit, mais mettez vos mains comme ça, là. Et moi, je faisais partie de ceux qui avaient le pouce droit sur le pouce gauche. Et là, j'attendais le retour. Je me dis, bon, les autres sont super intelligents, peut-être que moi, je fais partie de ceux qui le sont encore plus. Et là, quand il dit, ces personnes ne sont intéressées que par le sexe et l'alcool. Je bois pas d'alcool. Alors, tu as quand même une fonction de ton cerveau qui se met à dire « Trouve une raison pour sauver ton estime de soi. » Et là, je me retourne vers mon épouse, je fais « T'as parlé à quelqu'un dans cette salle ?» Non, parce que si tu dis chose à Martin, sache-le, tout le monde le saura, quoi. Il ne sait pas garder sa langue. Je n'ai rien parlé du tout. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être pour ça que les Français sont considérés comme les meilleurs amants du monde. Et que les Canadiens sont de mauvaise foi. C'est pas grave. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Comme d'habitude, absolument pas une punition. Et puis c'est difficile. D'abord, c'est difficile de passer après des intervenants aussi brillants, aussi sympathiques, aussi chaleureux. Et moi, ce que je regardais, c'est combien ces intervenants, ils avaient des points communs, des choses qui étaient redondantes, qui font écho dans toute notre vie. Martin, hier, disait quelque chose de très intéressant. Il disait, mais finalement, ce que l'on veut tous vivre en vrai, c'est de se réaliser et de vivre la version la plus grandiose de qui on est. Et c'est bizarre que quand on dit cette phrase, il n'y a personne pour dire « pour moi ». En tout cas, ceux qui disent « pas moi », une chose est claire, elles ne sont pas dans cette salle. Elles sont à l'extérieur de cette salle. Parce que toutes les personnes qui sont ici, si vous êtes ici, c'est que vous avez caressé l'espoir, voire plus, si affinité, caresser cet espoir de devenir quelqu'un de grand, de se réaliser et d'être dans une fonction qui s'appelle la liberté.
Et à travers les différents intervenants, Olivier, Dave, Alexandra, Daniel, j'étais impressionné de voir leurs histoires. Et vous avez remarqué qu'ils ont tous un point commun. Ils ont tous souffert. C'est un truc de dingue, ça. Parce que finalement, l'univers du développement personnel, la psychologie, nous avait vendu un truc génial en disant « Tu vas voir qu'en faisant du développement personnel, tu peux être heureux et la vie, c'est fun. » Mais on se rend vite compte que la vie, c'est pas si fun que ça. Et que pour te réaliser, pour exister dans ce monde, tu es obligé de te confronter à l'adversité. Tu es obligé d'être en face directe d'obstacles qui vont te remettre en question. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue de voir que toutes les personnes qui réussissent ont vécu des épreuves tellement énormes et qu'ils ont choisi de faire quelque chose avec et de transcender l'épreuve. Ça s'appelle le quotient d'adversité. Maintenant, je vous dis, si vous voulez être des acteurs de cette industrie du zéro limite, c'est une industrie qui est géniale, l'industrie du zéro limite, parce que, comme on a vu le potentiel, sur le potentiel de marché, de réalisation, potentiel, il est incroyablement infini. Il y a tellement de choses à créer. Je discutais avec un grand de l'innovation française la semaine dernière, qui s'appelle Jacques Attali. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Okay. Et Jacques, il disait, David, tu dois juste comprendre que dans l'univers industriel dans lequel nous sommes, 80% des produits de dans 50 ans ne sont pas encore créés. C'est pas une idée de dingue, ça. Ça veut dire que 80% des produits qui vont être consommés dans 50 ans, compte tenu de la courbe d'innovation, ne sont pas encore créés. Je trouve ça juste hallucinant. Avant de vous parler du thème de cette conférence, je donne jamais de thème à Martin. Je sais que c'est très inconfortable, parce que moi, j'aime aussi dans mon intuition, dans ce que je vais ressentir d'un groupe, et j'ai vraiment envie de partager tout ce que je perçois d'ici, et puis essayer de rebondir autant que faire se peut sur l'excellence des conférenciers qu'il y a eu jusqu'à présent. Je suis psychologue de formation, et je sais qu'il y a des psychologues dans cette salle, je déteste les psychologues. Français. Et je vais vous dire pourquoi. Je déteste parce qu'à un moment donné, quand j'apprenais la psychologie, je me suis rendu compte que comprendre le cerveau humain, c'était intéressant, comprendre la façon dont il s'organise en termes de pensée, c'était important. Mais on claquait tellement d'étiquettes sur les gens. Il avait telle pathologie, et c'est bizarre. Moi, quand je suis sorti de mes études de psychologie, je te jure que fallait vraiment pas être mon pote. Parce que tu me parlais au bout de quelques minutes, j'étais capable de te claquer 2-3 pathologies que tu avais, même si tu les avais pas. Et toi, plutôt que d'être à l'aise avec moi, je te claquais pour 10 ans de névrose. D'ailleurs, je pense que tous les amis de l'époque, je les ai plus aujourd'hui. C'est peut-être un signe. Par contre, c'est intéressant de voir combien, après, quand tu évolues et quand tu t'intéresses aux neurosciences, combien les choses ne sont pas si marquées que ça, voire sont complètement différentes. J'ai vu des transformations, des trucs de psychopathe. Un jour, je faisais un stage dans un hôpital psychiatrique. À la périphérie de Bruxelles, il y a un grand hôpital psychiatrique qui a une spécialité en Europe. Ce sont les personnalités multiples. Vous avez les gens qui sont schizophrènes et vous avez les personnes qui font des dédoublements de la personnalité. Alors, je me suis dit, quitte à faire un stage chiant, parce que la vérité, ce stage, personne ne veut le faire. Si on peut le zapper, on le zappe. Et moi, je m'étais dit, je vais le faire là, dans cet hôpital, parce que je suis sûr que je vais me marrer. Moi, ça m'amuse de voir des personnes qui, à un moment donné, ont une personnalité, puis juste après, en ont une complètement différente. Mais ce n'est pas ça qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est la puissance du cerveau. Et ça a été un élément déclencheur pour aller faire de la recherche en neurosciences qu'un doctorat. Parce que, écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire là, je pense, tabernacle, ça va me mettre sur le whittle. Petit clin d'œil à Martin qui dit que j'ai un très mauvais accent canadien. Je ne suis pas d'accord. Alors, ces personnes-là, ils avaient une particularité qui était juste magique. Il y en avait un, par exemple, il était diabétique. Diabétique de type 2. Ça veut dire qu'on devait le piquer, il avait besoin de ses piqûres d'insuline régulièrement. Quand il changeait de personnalité, il n'était plus diabétique. Comment ça se passe ?
Non, mais ton corps, c'est ton corps. Ta tête, c'est ta tête. Quand tu changes ta tête, tu changes ton corps. C'est un truc de fou. Première idée de dingue. Première idée de dingue. Eh ouais. Merci. La deuxième, encore plus hallucinante. La deuxième, c'était un type, quand il changeait de personnalité, il n'avait plus aucun problème de vue. Alors qu'avant, il portait des culs de bouteille pour voir. Il avait une très mauvaise vue. Quand il changeait de personnalité, boum! Le mec, il avait une vue avec un 10 sur 10 qui correspondait à la personne avec laquelle il s'incarnait. C'était tellement fou qu'on avait fait venir un ophtalmo pour mesurer est-ce que le mec il est en train de nous planter ou pas. Alors il est venu avec des appareils qu'il a posés sur les yeux. Donc quand il était valide, et nous on avait une chance avec cet homme, c'est qu'il suffisait de dire une phrase pour qu'il bascule de personnalité. C'était top. Donc là c'était facile, j'ai dit vas-y viens on va lui parler, puis après on lui donnait la phrase fétiche, et le mec il basculait. On s'est souvent amusé avec ça, la vérité. Je vous ai dit que j'étais là pour me marrer ou pas? Bon. Et ce que le gars me disait, c'est complètement incroyable, je vais vous dire un truc qui est hallucinant. Quand on regarde les yeux, la structure physique, elle ne change pas. Mais pourtant, sa vue a changé puisqu'il est capable de lire des choses qu'il n'arrive pas à lire habituellement. C'est pas un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, je découvrais moi que les capacités physiques, l'organisation de ta structure intérieure, elle était liée à une dimension purement psychologique. Et le dernier truc complètement dingue, il y avait un type qui se prenait pour Napoléon. Alors moi, t'as la chance de rencontrer Napoléon dans ta vie, tu l'as saisi. Hein. Tu te poses pas de questions, tu dis, je vais rencontrer Napoléon. Bonjour Napoléon, David Lefrançois, coach. Salut Nap, je l'appelais Nap, c'est un copain. Ce gars n'avait jamais lu un livre sur Napoléon. Il a eu un accident, il s'est fait percuter par un camion. Et le jour où il se fait percuter par un camion, à peu près 2 à 3 heures par jour, il se prend pour Napoléon. Bon, sa femme, elle a flippé, elle a demandé, elle dit quand même, peut-être que Napoléon, il serait peut-être bien de rester pas à la maison, mais dans un hôpital un peu... Et il s'avérait qu'à l'université, à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, une grande université à Bruxelles, il y avait un type, un historien, qui était, en Belgique, c'est normal, le plus grand spécialiste mondial de Napoléon. Je lui dis, attends, écoute, je vais le voir, vous êtes le plus grand spécialiste mondial de Napoléon, j'ai profité de mon ancien professeur de psychologie pour qu'il fasse le lien avec lui. Je dis, ça vous intéresse? Je vous présente Napoléon. Est-ce que vous voulez rencontrer Napoléon? Quand le gars il m'a regardé, il m'a dit, mais il y a de plus en plus de tarés dans cette université. Et donc je lui explique, voilà, mon travail et tout. Et le gars me dit, écoutez, franchement, monsieur, j'ai pas le temps. Je dis, mais moi, je veux savoir si c'est Napoléon. Il me dit, mais c'est pas Napoléon, monsieur. Mais oui, mais lui, il le croit. Donc, est-ce que ce ne serait pas un peu Napoléon quelque part? Il me dit, mais non, parce que Napoléon, il avait une façon de penser, il avait une stratégie. C'était un fin limier, un guerrier extraordinaire. Je dis, moi, je veux le confronter, ce mec. Parce que si je veux un jour qu'il revienne à la réalité, ou si je veux briser ce lien, il faut que je lui explique qu'il n'est pas Napoléon. Et qu'il fait les choix qui ne sont pas les choix de Napoléon. Combien même il pourrait s'en inspirer, ou combien même il aurait eu un décalage neurologique. Le type, il me dit, ok. Alors voilà, je vous explique. Je vous présente un plan de bataille. Personne ne connaît ce plan de bataille, il n'y a que les historiens spécialisés dans Napoléon qui connaissent ce plan de bataille. Vous allez poser les petits joueurs comme ça, vous prenez des bouts de papier, vous prenez des bouts de papier là, le mec il montre un plan, vous mettez l'armée de Napoléon en face et vous allez lui demander ce qu'il va faire. Ok, donc moi j'arrive, je fais Napoléon, Nap, viens. On a un petit problème de guerre, est-ce que tu pourrais nous aider juste en tant que consultant guerrier? Pas de problème. Je pose les petits bouts de papier comme ça, là, je dis, tu fais quoi? Et là, le mec, il me dit un truc incroyable. Il me dit, on va perdre. Je dis, mais non, moi, je sais que la seule chose intéressante, le seul moment où Napoléon a perdu, c'est à Waterloo. Pourquoi? Parce que c'est la seule guerre dans laquelle il n'a pas douté. Toutes les autres guerres avant, il était tellement pétri de doute qu'il validait toutes les informations. Et là, il était tellement sûr de gagner, il a dit, cette guerre-là, je vais la gagner. C'est la seule qu'il a perdue, la dernière. Donc moi, dans ma tête, c'est pas Waterloo.
Et il me dit, en fait, il y a un village à côté, et ben moi j'enverrai 3 de mes plus beaux agents, parce que je me dis, s'il y a des guerriers ici, du village d'à côté, il doit y avoir des femmes, elles sont seules, peut-être qu'on peut avoir des informations. Je dis, ok. Je dis, écoute, Napoléon, redeviens quelqu'un d'autre là, parce que ta stratégie, elle est comment de... Nous, chez nous, on dit de merde. Et il dit, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait avant toute chose. J'appelle le professeur d'université, il me dit alors, Napoléon, comment il va? Je dis, écoutez, Napoléon, je pense qu'il a regardé trop de séries télé, parce qu'en fait, il a décidé d'envoyer 3 de ses agents draguer plus ou moins les femmes qui se... Et là, j'ai un blanc complet au téléphone. Et le mec, il me dit, vous savez que c'est exactement ce que Napoléon a fait. Oh yeah! Et là, je me suis dit, bon, ok, la psychologie, c'est sympa, mais la neurologie, ça doit être vraiment très intéressant. Parce que moi, si je pouvais être Napoléon, voilà, je me suis dit, si je devais être quelqu'un de célèbre, de puissant, de beau, d'intelligent, à part être moi, qui je serais? Martin. C'était Martin. Jusqu'au jour où je suis allé dans sa chambre et que je l'ai vu en sous-vêtements. Et j'ai regretté d'avoir fait de la neurologie. Donc, pour être très concret, je suis un passionné du cerveau. Et j'ai la chance de partager mon univers à travers plusieurs sources qui me passionnent. Tous me passionnent. C'est intéressant parce que quand vous regardez votre manuel et que vous regardez le premier cercle, il y a tout dedans. Je fais des infoproduits, je forme, je coach aussi. Je donne des conseils aussi aux entreprises. Et en fait, j'ai de la chance de partager ma vie à travers 3 grands univers hyper sympathiques. Le premier, celui qui me touche le plus et que j'aime profondément, c'est la formation de coach professionnel. C'est-à-dire que moi, j'aime professionnaliser des personnes à pouvoir assumer des relations de coaching hyper professionnelles. Parce que c'est vrai que quand on parle de coaching, on y va avec son envie, sa motivation, ses idées, ses concepts. Mais il ne faut jamais oublier que derrière, il y a une relation avec des attentes, avec des positionnements, parfois avec des pathologies. Et c'est juste important, justement, même si j'aime pas les psychologues, j'aime beaucoup la psychologie. Et c'est important de comprendre qu'il y a une vraie relation derrière. Et que pour accompagner ces gens-là, il faut être millimétrique. Et comme vous le savez, puisque je pense que vous avez vu sur la première conférence, moi je crois à une chose, c'est que notre métier, tous nos métiers, le mien, celui de Martin, celui que vous faites, celui que vous allez faire, on peut le faire comme un junior, un senior, un expert ou comme un maître. Et c'est un choix. Qui j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'être? Parce que vous et moi, on partage une même passion pour ce sentiment d'exister. Moi, j'aimais bien quand Daniel faisait... C'est la première fois qu'on me compare à un saumon. Mais on a tous connu ça. Cette vibration, cette envie de donner. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de t'abandonner, j'ai envie de tout faire pour toi. Parce que je crois en ton projet, je crois en toi. On a tous envie d'être. On a tous envie d'exister, ex-ester, être à l'extérieur. Non, parce que être à l'intérieur, c'est sympa. Mais si tu es être à l'intérieur tout seul comme un ermite, ça ne sert à rien. Et on va se rendre compte d'une chose, c'est que d'être n'est possible que si et seulement si il y a interaction avec les autres. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est une règle. Tu peux être un mec super sympa, tout seul. C'est top, mais ça intéresse qui? Les feuilles? Si t'es sympa, montre-moi ce que c'est que d'être sympa. Montre-moi ce que c'est que d'être grand, montre-moi ce que c'est que d'être intelligent. C'est pour ça que quand vous venez ici, vous faites le meilleur choix de votre vie. Je ne sais pas si ce sera la meilleure année de votre vie, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose. C'est que pour vous tous qui êtes ici, c'est sans doute le meilleur choix de votre vie. Parce que vous avez eu la chance d'être en contact avec des modèles qui vont vous proposer des stratégies d'accélération qui vous permettent de passer de là où vous êtes à là où vous voulez aller. Mais on veut tous être. On veut tous être.
On va remonter un petit peu en arrière. Ça, les Canadiens, ça faut faire ça, là. C'est une spécialité purement française des conférenciers. Un jour, il y a un type qui se promène comme ça sur le mont Sinaï. Il s'appelle Moïse. Il se promène. Il avait une démarche particulière, Moïse, il faut le savoir. Et puis d'un coup, il voit un arbre en feu. Puis il y a un arbre en feu au plein milieu de la steppe, comme ça. Puis quand il se rapproche, l'arbre lui parle. Moïse. Moïse. C'est pas possible, l'arbre qui parle. Moïse. Et là, il s'aperçoit que l'arbre qui est en feu, d'abord, ne se consume pas. Bonne technique. Et l'arbre lui parle. Moïse. Voilà Moïse, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller voir Pharaon et tu vas lui demander de libérer tous les Israélites, tous les Juifs, et vous partez en Terre Sainte. Je vais reformuler. Tu me demandes d'aller voir Pharaon, qui est l'homme le plus puissant de la planète. C'est bien ça ? Ok. De lui demander de libérer tous ses esclaves, les meilleurs qu'il a depuis le début, qui ont permis de construire tous ces pyramides, ces trucs, les sphinx, machin. Gratoche. C'est ça. Un truc comme ça. Il a 12 dieux. Toi, tu es en train de me dire que tu es le dieu des dieux. Ok, je n'ai pas de problème avec ça. Il va me demander qui tu es. Légitime. Moi, je vais débarquer, dire salut, phare. C'est son petit nom. Salut, phare. Alors, écoute-moi bien, pépère. Hop, tu vas dégager tout de suite les Israélites. On rentre et puis on te laisse. Parce que ce que tu as fait, c'est pas très gentil. Entre remerciant. Il va te demander ah oui, enfin, je suis missionné par Dieu. Voilà. Hein? Tape mon zinc. Give me 5. C'est pas weird, ça? Je vous jure qu'il a dit ça. Bon, j'ai lu dans le texte. Je fais de la recherche. Donc Pharaon le regarde, il fait c'est pas weird, non? C'est pas... Ton Dieu, là, il a un nom. Alors, mec, bouge pas. Il part revoir l'arbre en feu. Il dit, dis-moi, tu t'appelles comment? Non, parce qu'il me demande. Alors, tu lui dis... Et là, quand vous étudiez les textes, je suis allé à Jérusalem pour étudier les textes. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. 3 choses, 3 possibilités. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je serai. Et les dernières versions parlent d'une espèce de virgule qui aurait été perdue dans l'histoire et qui dit « je suis ça, je suis ». Wow. C'est-à-dire que toi... Moi, je vais demander à un arbre qui parle. Déjà, je me méfie. Un arbre qui parle, c'est bien bizarre. Je me dis, ça, c'est un truc qui a été envoyé par Martin ou un truc comme ça. Tu vois. Un arbre qui parle, et puis... Je dis, c'est quoi ton nom? Moi, je suis. Ok, ça me va. Roule. Pas de Paul, pas de Daniel, pas de Alexandra, rien. Mais ce qui est intéressant avec cette parabole, c'est que le point de départ de toute cette histoire, c'est que tout ce que tu mets derrière le mot « je suis », tu le deviens. C'est ça qui est intéressant. Je suis ce que je serai. Je suis ça. Je suis ce que je dis. Tout ce que tu mets derrière le mot « je suis », tu le deviens. C'est pour ça qu'on est des êtres humains. Vous n'avez pas remarqué qu'on n'est pas des fers humains? Ou des savoirs humains? Ou des savoir-faire humains? Ou des web humains? On est des êtres humains. Notre fonction, mes seigneurs, c'est d'être. Maintenant, je vais vous dire un truc. Vous pouvez applaudir ça. Oui. Merci. Notre fonction, c'est d'être. C'est pour ça que Shakespeare disait « être ou ne pas être, telle est la question ». Il a raison. Si j'étais là avec lui, je dirais « check ». Check me, take me fight. T'as raison. T'as raison. Maintenant, il y a un truc qui est exceptionnel, c'est que dans notre histoire, comment je sais qui je suis? À travers mon éducation, à travers mes éducateurs,
à travers les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont amené à une certaine forme de maturité à l'époque à laquelle je vais me détacher. Et on va me dire, ok, David, tu es ça. Non, ça ne me convient pas. Non, tu as dit que j'étais timide, mais je ne suis pas timide en fait. Si, tu es timide. Ah bon? T'es sûr? Et puis après, tu vas voir ta mère, tu fais oui, t'es timide. Donc, comme l'information, elle circule plus vite que le son de la lumière, surtout une rumeur, tu vas demander à toutes les personnes autour de toi, ils vont dire, mais David, t'es timide. Tu es timide. C'est mort. À partir de maintenant, là, je vais devoir me conformer à cette étiquette et je vais devoir rentrer dans cette espèce d'enveloppe qu'on a tissée pour moi. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas heureux. Et t'as beau dire, t'es pas bien dans ta vie. Tu as envie de communiquer, tu sens cette rage de communiquer. Quand il y a du monde, tu as envie de parler, tu as envie de raconter des histoires drôles, toi aussi. Mais tu ne le fais pas. Et pire que ça encore, c'est que quand tu le fais, on va t'humilier. On va dire, David, fais pas ton intéressant, ça suffit. One point. Une deuxième fois, tu tentes le coup. David, non, je t'en supplie, il y a du monde, ne fais pas ton intéressant. Chut. Les enfants, ils doivent rester à leur place. 2 points. Et vous savez quoi? C'est une chose intéressante. Quand Martin, ce matin, vous répétez 3 fois la même phrase, c'est important parce que dans le cerveau, à partir du moment où je répète 3 fois la même chose, ça devient un pattern. Si vous regardez bien les publicités, les bonnes publicités, elles vous répondront 3 fois le message à chaque fois. Pourquoi? Parce que la première fois, tu es surpris, la deuxième fois, tu essaies de comprendre, la troisième fois, tu l'acceptes. C'est comme ça. Et on va dépenser des milliards chaque année pour faire passer ces 3 petits messages dans 30 secondes de post publicitaire. L'histoire, elle est faite. Et vous savez ce que je vais faire après? À partir du moment où on m'a dit qui je suis, que je le déclare, je vais m'y conformer. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit qui vous êtes quand vous étiez petit. Moi, on a dit que j'étais timide. On m'a dit que j'étais feignant. On m'a dit que, pas plein de choses, que j'étais moins bien que mon frère jumeau. Ah, je vous jure que c'est vrai. Ça ne m'a pas empêché de l'aimer. Hein. Bon, je lui fais quelques tacles de temps en temps, mais... Et à un moment donné, faites attention aux étiquettes. Et puis après, j'étudie les neurosciences. Et cette histoire-là, avec dans cet hôpital psychiatrique, ça a été une révélation pour moi. Parce que finalement, qu'est-ce que ces hommes faisaient et ces femmes faisaient? Elles avaient juste une déclaration différente de qui elles étaient. Et vous savez ce qu'elles faisaient? Elles s'y conformaient. C'est-à-dire qu'elles étaient passées... Il y en a un qui passait d'une timidité, il n'osait pas parler, communiquer. La seconde d'après, c'était un grand leader, grand dirigeant d'entreprise. Il fallait qu'il prenne des décisions pour tout le monde, à tous. Il affirmait, il arrivait à claquer, cadrer les gens. C'est passé quoi entre deux? Voilà qui je suis. Maintenant, écoutez-moi bien, mes seigneurs, je vous en supplie. C'est à vous d'écrire qui vous êtes. Ce n'est pas à vos parents. Mes parents, ils sont adorables. Mais ils sont limités à travers leur vision du monde. Mes parents sont des personnes qui ont fait la guerre. Ils avaient une vision de pénurie. Est-ce que cette vision de pénurie, je suis obligé de la reprendre derrière? Non, file-moi les bagages qui sont intéressants. Passe-moi tout ce que tu as, papa, d'intelligent. Passe-moi ta rigueur, passe-moi ta gentillesse, passe-moi ta vision du monde. Maman, passe-moi ta générosité, j'adore, je kiffe. Mais votre vision de pénurie sur les choses qui sont possibles, pas possibles, d'avoir un petit job, non, je ne veux pas. C'est pas qui je suis. C'est à vous de déclarer qui vous êtes. Et vous savez, ce fameux syndrome de l'imposteur dont parle Martin, il a raison parce que c'est le plus grand syndrome auquel vous serez confrontés. Mais je ne vais quand même pas oser qui je suis pour. Si tu oses, pose-toi la question, ce qui est intéressant, ce n'est pas qui tu as été. Ce qui est intéressant, c'est qui tu es maintenant. Qui tu vas devenir demain. J'ai eu la chance, c'est vraiment une chance, de donner des ateliers de coaching dans un univers qui s'appelle l'univers pénitentiaire. Quand les gars, ils ont commencé à se présenter, au bout du deuxième, et les gars, vous arrêtez tout de suite,
D'abord parce que j'avais des violeurs, des trucs comme ça, je dis, oula, on va se calmer, je ne vais pas les aimer. Mais comment tu fais pour te définir à travers l'acte le plus mauvais de ta vie? Est-ce que tu penses réellement que tu vas changer, ne serait-ce que même enfermé, si tu penses que tu es ce que tu as fait? Tu ne peux pas évoluer. Alors écoute-moi bien, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu as fait. Et ce que tu as fait, tu vois, en fait, en vrai, je m'en fous. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je sais que dans 3 mois, tu sors, et dans 3 mois, tu vas être confronté à un monde auquel tu n'as pas été préparé. Mais si tu crois que tu es un violeur, frère, tu resteras un violeur. Tu auras la tentation tous les jours, ça va te marteler la tête, boum, boum. Et un jour, tu passeras à l'acte. Et tu seras récidiviste, comme les 85% des personnes qui sortent d'ici. Maintenant, si tu dis, OK, j'ai eu un acte incroyablement horrible, j'ai été pris, j'ai payé, maintenant qui je veux être sur le reste de ma vie? Eh bien, vas-y, viens, on va travailler là-dessus, Ça, là, tu vas me faire kiffer vraiment, tu vas m'attirer vraiment. Mais si c'est pour me raconter ton histoire, écoute-moi bien, je m'en fous de ton histoire. Je veux même pas l'entendre, parce qu'en plus, si je l'entends, je risque de pas du tout avoir envie de bosser avec toi. On est passé de 85% de récidivistes à 17%. C'est incroyable, pas incroyable? Rien qu'à ce truc-là, on peut tout changer. C'est incroyable. Il me reste 57 minutes pour partager avec vous d'autres choses qui sont incroyables. Et surtout, ce que je voudrais faire, c'est... J'ai eu la chance de travailler avec les plus grands. J'étais en train de préparer la conférence ce matin, parce qu'avec le décalage horaire, je me suis levé très tôt. Et à 5h du matin, j'ai un de mes clients, que vous connaissez certainement, qui s'appelle David Guetta, qui m'a envoyé un texto. Ouais, oh yeah. Et j'ai trouvé ça juste incroyable que David me dise un truc ce matin. J'aime beaucoup cet homme, parce que d'abord, ça fait 2 ans que je l'accompagne, qu'on a noué une vraie relation ensemble, que je l'ai accompagné à travers des périodes incroyablement difficiles. Et puis, j'aime son tempérament, j'aime l'être qu'il est, j'aime beaucoup. Et que même si beaucoup de personnes peuvent penser que c'est juste un DJ qui balance des bras, ce mec, c'est un génie. C'est un génie de la musique qui fabrique les prochaines tendances. Et c'est bizarre que tous, absolument tous, veulent bosser avec lui. De John Legend à toutes les petites nouvelles montées, là, elles y vont tous. Parce que ce mec, il est capable de réfléchir à ce que sera la musique de demain. Vous savez ce qu'il m'a dit ce matin? Il me dit, en ce moment, j'ai besoin de te parler parce qu'il faut que je reste hyper focus. 2 semaines, je suis dans un élan créatif de malade. J'ai un petit problème, j'ai juste besoin de valider 2-3 trucs avec toi, s'il te plaît. Ok, vas-y, je suis cool. Il me dit, bon, je ne vous raconterai pas le problème qu'il a, mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant ça, il me dit, tu sais, mon industrie est en train de changer. 90% des acteurs du DJ d'aujourd'hui vont disparaître dans les 5 prochaines années. C'est-à-dire que là où on pensait que la musique pop était déjà inscrite avec ses standards, le mec est en train de dire « le monde bouge ». Et moi, je dois réfléchir à comment créer la musique qui va me permettre d'être toujours présent sur ce marché. C'est-à-dire que si vous pensez que les problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, là, les autres n'ont pas le même, vous vous trompez. Et je vais vous dire une chose, David aurait tout intérêt de suivre aussi cette académie, en fait, en vrai. Mais je vous jure, je crois profondément. Bien sûr. Bon, il a été intelligent, il s'est pris le meilleur coach du monde, c'est pas... Après Martin. Donc ouais, j'ai eu de la chance. J'ai travaillé avec des champions du monde, avec des champions olympiques, dans plein d'univers. J'ai travaillé avec de très grands groupes. Certains m'ont vraiment inspiré, d'autres m'ont dégoûté. Voilà, soyons clairs. Ça m'est arrivé de travailler avec un tennisman qui était champion, il était dans le numéro 5 ATP. Ce mec était juste un psychopathe, en fait, en vrai. Ouais, alors, c'était rigolo parce que quand il allait dans une chambre d'hôtel, il fallait qu'il change systématiquement la moquette. Si la moquette, elle n'était pas rouge, le mec, il déchirait ou il la brûlait. Donc les gars, ils flippaient, les hôtels, ils disaient « Non, mais nous, on ne veut pas cet homme, la prochaine fois, on ne prend pas ». Il prenait du Prozac 100%, il fumait 2 paquets de clopes par jour et il gagnait un tournoi. C'est un truc... Ce mec, t'as dit, les standards de réussite ne sont pas tous les mêmes pour tout le monde. Ouais. Non, mais
en dehors de ça, j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires. Et je voudrais vous partager avec vous quels sont les points qui, de mon point de vue, leur ont permis de réussir. Il y a un point qui, naturellement, a été évoqué depuis le début de ce séminaire, de cette session, qui est tellement logique qu'on ne traite pas assez ce point-là. On ne porte pas assez son attention sur ce point-là. C'est le fait d'avoir une vision. Parce que je vais vous dire une chose, la vision, c'est la seule chose qui vous protège de la médiocrité. La vision, c'est ce qui va te faire tirer du lit le matin. Tu peux dire tout ce que tu veux. Si ta vision n'est pas claire, tu ne peux pas fabriquer et t'adapter au quotidien. Parce que je vais vous dire un truc. On parlait de souffrance tout à l'heure. La souffrance, c'est quoi? C'est le temps que j'octroie à ma douleur. La souffrance, c'est le temps que j'octroie à ma douleur. Combien de personnes sont venues me voir, « David, je suis très mal, je ne suis pas bien dans ma vie, je viens de perdre mon père, mes frères, mes sœurs. » Ils sont là en train de pleurer. Je dis, c'est bien, fais ton deuil. Je veux juste que tu me dises un truc. C'est quoi la date limite? Ça va plaire à Alexandra, ça. Oh yeah. C'est quoi ta date limite dans laquelle tu arrêtes de souffrir pour passer à autre chose? On est d'accord, bien sûr. Parce que, je vais vous dire une chose, 60 000 pensées par jour, 98% d'entre elles sont les mêmes qu'hier. C'est-à-dire que tu penses, toi, que tous tes jours sont complètement différents, nouveaux, je vais vivre une nouvelle vie aujourd'hui. Mais non, tu ne peux pas vivre une nouvelle vie aujourd'hui puisque tu as les mêmes pensées qu'hier. Et si tes mêmes pensées qu'hier nourrissent un moi ou un être qui n'est pas justifié, qui n'est pas bon, qui ne ressemble pas à la personne qui tu as envie d'être, tu es à côté de la plaque. Parce que consciemment, tu vas dire « Ouais, je suis quelqu'un de neuf, de nouveau, wouhou, je suis libre, je suis un infopreneur. » Mais tu n'as pas les comportements qui vont avec. Parce que consciemment, tu peux traiter jusqu'à 2000 bits secondes, vous vous rappelez? Inconsciemment, 400 milliards. Si tu n'alignes pas ça, tu ne peux pas marcher. C'est David contre Goliath. Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu as envie, tu vas dire, ouais, mais moi je veux gagner de l'argent, j'aime l'argent, je veux être prospère. Mais tu as une vision du monde de pénurie. Tu penses que c'est pas possible, que l'argent c'est crado, que dès que tu gagnes de l'argent, tu deviens quelqu'un de dégueulasse. Et parfois c'est tellement ancré dans notre inconscient. Un jour j'ai dit à ma fille, chérie, lave-toi les mains, l'argent c'est sale. Mais même si c'est vrai, c'est con de le dire en vrai. Parce que je suis en train de lui balancer un message, et l'argent c'est sale. Mais quand tu le dis une fois, ça va, mais quand tu le dis 3 fois, pattern, bam, c'est mort, tu as ancré une idée dans l'esprit de ta gamine, comme quoi l'argent c'est sale. Et le jour où elle a l'opportunité d'en gagner, elle se limite, elle se sabote, elle ne veut pas gagner de thunes parce qu'elle se dit, si je gagne beaucoup d'argent, je ne vais pas être quelqu'un de bien. Et le seul responsable, c'est moi. À travers mon éducation. En tout cas, le seul premier responsable. Parce qu'elle aura sa part aussi de développement à faire. Et ça, il ne faut pas lui retirer. Donc, la première des choses que vous devez avoir, c'est une vision. Permettez-moi de vous faire un tout petit exercice, s'il vous plaît. Je vais vous demander de poser vos affaires et juste de vous lever. Levez-vous, allez-y. C'est beau, 650 personnes qui se lèvent. J'aurais dû vous dire, lève-toi et marche. Avec une bonne caméra, on aurait dit, ce mec fait des miracles. Qu'est-ce que je manque de marketing, Martin, il faut que tu me coaches. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez choper n'importe quel point quelque part, ça peut être l'angle d'un des écrans ici. Ok ? Vous allez porter votre attention dessus et vous allez lever une jambe. Voilà. Très bien. Maintenant, fermez les yeux. Ok. Vous inquiétez pas, si vous avez le sentiment d'avoir la polio, c'est international. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez pourquoi il se passe ça? Pourquoi quand je fixe quelque chose au loin, je lève, quand j'ai une vision, j'ai de l'équilibre. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il va développer 14 fonctions dans l'aire cérébrale gauche, ici, là, pour choper l'équilibre. Et l'équilibre, en fait, il vient du fait que j'ai une vision. Après, il va venir du fait que j'entende les choses.
C'est bizarre, quand j'ai plus de vision, j'ai plus d'équilibre. Mais ce qui se passe neurologiquement, c'est ce qui se passe aussi psychologiquement. Si tu n'as pas de vision, comment tu veux avoir des actes au quotidien qui sont justes, qui te rapprochent de ton équilibre, qui te rapprochent de ce qui tu es? C'est pas possible. Donc la première des choses que vous devez avoir, c'est ce que moi je vais appeler un coaching utopique. Ayez une vision et ayez un projet rêve de qui vous avez envie d'être dans les 5, 10, 15 ans. J'ai rencontré des mecs qui avaient des projets à 100 ans. Le numéro 1 du data du logiciel coréen qui est en train de tout rafler sur les États-Unis, son projet, il est à 100 ans. J'ai rencontré un homme, je ne vous le dis pas, vous verrez dans une de mes conférences sur YouTube, vous comprendrez pourquoi. Cet homme, c'est un fils, son père avait une vision du vin et il a pris un coteau complet pour produire le meilleur vin du monde. Ce vin sera vendu dans 36 ans, aujourd'hui. Il est déjà prévendu. C'est-à-dire que les 10 ans derrière, il a déjà 10 ans de précommande, tellement ils savent que ce vin-là va être le meilleur du monde. C'est pas un truc de psychopathe. Si c'est ça, c'est pas de la vision. Mais il faut avoir de la vision. Il faut avoir de la vision. Vous savez, si vous allez sur le fronton de la tombe de Jasinka, c'est marqué « Ce qu'un groupe humain veut, il le peut toujours, indéfiniment. Et il devient infatigable et immortel. » Quelle classe! Bon, Gengis Khan n'était pas toujours très classe. Mais par contre, l'idée, elle est incroyable. Ce qu'un groupe humain veut, il le peut toujours. Ce qu'un homme veut, il le peut toujours. Ce qu'une femme veut... Je vous le dis par expérience, elle le peut encore plus. Ça veut dire que yes, c'est pas weird. J'adore ce mot, la consonance, je trouve ça génial. Enfin bref, premier point essentiel, vous devez avoir une vision claire, pas de l'affaire que vous allez avoir. Ça, c'est du business. Je veux que vous ayez une vision claire de la personne que vous allez être dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous savez, moi, quand je regarde la personne que j'ai envie de devenir, dans 20, 30, 60, moi, je veux vivre jusqu'à 120 ans. Et chaque année, je veux donner des conférences à l'Académie Zéro Limite. C'est mon rêve. Et bien, quand je vois ça, ça m'enthousiasme. Et puis, vous savez quoi? Ça me rend aussi beaucoup plus tolérant par rapport à ce que je suis. Je suis un être pourri d'imperfection. Mais si, allez. Oui, mais j'adore. Mais écoutez-moi bien, je ne veux pas être fini. Je ne veux pas être terminé. Je veux pouvoir ouvrir un bouquin, m'exalter. Tous les semaines, je lis un livre nouveau. Tous les jours, j'étudie de 6h jusqu'à 9h. C'est mon temps. Et je prends 1 heure complète pour prier. Parce que quand je fais ça, je vais vous dire une chose. Je me bâtis en tant qu'homme. Merci. Je me bâtis en tant qu'homme. Je démarre la journée géniale. Et en plus, je trouve que c'est une responsabilité très importante. On est des enseignants. Moi, j'enseigne tous les jours. Quand je ne suis pas en formation, je donne des conférences. Et régulièrement aussi, parce que je suis expert pour la télévision française, toutes les semaines à peu près, je tourne des émissions de télé sur un show qui est important, parce que c'est un show qui est donné par une femme qui s'appelle Sophie Davant. Et on a juste, au bas mot, pendant 1 heure, 3 millions d'audience en face. Donc c'est un truc assez important. Et moi, je suis là pour expliquer ce qui se passe dans la vie des gens et leur donner un regard. Et moi, je sais une chose, c'est que si j'ai marqué des points dans cette émission et si je suis apprécié dans cette émission, ils me veulent toutes les semaines. Malheureusement, je ne peux pas, parce que j'ai ma vie et puis j'ai mon institut à quoi je donne priorité. Mais je vais vous dire pourquoi ils m'ont apprécié. Ils m'ont apprécié parce qu'à chaque fois, quel que soit le sujet, je me suis toujours évertué de donner une vision positive des choses. Ça, c'est super important. Donc d'abord, ayez une vision très claire sur ce que vous devez être, mes amis. Pas ce que vous allez faire ou produire, parce que ça va être l'évidence. Quand tu es au clair avec qui tu es, c'est facile de savoir ce que tu dois faire. Vous pensez qu'un mec qui se comporte comme un salaud,
Il a une vision qui est belle de lui ou pas? Évidemment pas. Parce qu'il pense qu'il est un salaud. Donc ses comportements, boum. Maintenant, quelqu'un qui pense, je suis quelqu'un de bien et respectueux des autres. Vous pensez qu'il ne fait pas attention à ses comportements? Donc tout ce que vous faites dépend directement de ce que vous êtes. Mais vous devez avoir une vision très claire et vous devez chaque jour poser une action qui va dans ce sens. Une action qui sera, comme Martin le dit 1000 fois mieux que moi, inspirante et imparfaite, mais ce n'est pas grave. Chaque jour, vous devez poser une action qui vous rapproche de qui vous voulez être vraiment. Peu importe qui vous avez été, on s'en fout. Tu as été timide, tu as été pas confiant, tu as été nul. Mais qu'est-ce que j'ai été nul? J'ai foiré pas mal de choses dans ma vie. J'ai monté 7 entreprises, j'en ai planté 4. Et c'est OK. Parce qu'à chaque fois, j'ai grandi. Et quand je vous raconterai la dernière, parfois, les grandir, c'est difficile. Mais c'est obligatoire. Mon grand-père disait un truc très beau. Il disait, tu sais, vieillir est obligatoire. Grandir, c'est un choix. Tu peux faire tout ce que tu veux. Merci. Donc, tu dois avoir un projet rêve très clair sur qui tu es. Et puis après, tu dois avoir un projet, des projets qui vont alimenter tout ça à travers ta libre entreprise, à travers ton talent, à travers ce que tu sais faire, à travers tes domaines de compétences, à travers tes connaissances. Et si tu ne les as pas encore, va les chercher. Le monde est ouvert, tout est open. Sur Internet, il y a tout. Tu veux apprendre l'hypnose, tu peux apprendre l'hypnose sur Internet. La semaine dernière, en Angleterre, à Londres, il y a un gamin qui a mis en hypnose toute sa classe. Bon, le seul problème, c'est qu'il y en a une qui a fait un coma hypnotique. Et il n'avait pas encore appris ce cours-là sur Internet. Dommage. Donc elle est partie à l'hôpital et c'est un hypnotiseur qui est venu la ramener. D'accord? Parce que c'est fréquent en hypnose. Les personnes qui sont somnambuliques peuvent partir en coma hypnotique. Il faut juste connaître la technique pour les ramener. C'est juste de la technique, c'est pas grave. Mais je trouve quand même ça dingue, ce gamin-là, il a toute sa classe sous hypnose. Sur Internet. On trouve tout sur Internet. J'ai même réussi à trouver des photos de Martin en string léopard. Vous inquiétez pas, ça ne sortira pas de l'académie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que vous devez avoir une vision et les choses que vous allez avoir à faire vont être là. Et puis regardez ce monde. Il n'y a pas une interaction que je n'ai pas trouvée belle avec vous. Les personnes sont venues me voir pour me remercier pour la vidéo, pour la chaîne. Ça me touche profondément et je savais, si parfois je peux paraître distant, c'est que j'ai peut-être cette part encore en moi qui n'ose pas et que je suis un peu timide et que je suis tellement touché de voir qu'on peut toucher les gens. Je vais vous raconter une petite histoire qui est intéressante. Quand j'ai fait ma chaîne YouTube, un jour, on est pendant les vacances, on est juste à côté de chez moi, il y a un tout petit lac, on fait un pique-nique avec des amis. Et juste à côté, je vois un homme qui commence à être en panique et qui fait « Maman, 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 maman !» Je ne sais pas si vous bougez ici, mais en France, personne ne bouge. Tant qu'on n'a pas terminé le sandwich, on ne bouge pas. Donc je vais voir ce qui se passe. Et puis il y a un problème, je dis « Écoutez, Et là, je pose 3-4 questions à la dame, je décroche mon téléphone et j'appelle. J'appelle la salle pétrière, je dis « Écoutez, je vous appelle directement, vous appelez les services, vous envoyez, à mon avis, il y a un soupçon d'AVC. Tout de suite, vous envoyez quelqu'un. » Ah, mais qui vous aide? Je vous explique. AVC. Vous envoyez l'équipe technique spécialiste dans les AVC. Il y a un hôpital à Paris. Voilà. Mais il faut juste leur dire. Les secours arrivent en 15 minutes. Incroyable. Les pompiers prennent ça. Le gars, il prend mon numéro de téléphone. Le soir, il m'appelle. Il me fait « Monsieur, vous avez raison. C'est un truc extraordinaire. Elle est arrivée à temps. Ma mère a été sauvée. » Génial. Et là, il y a ma femme. On part. On a un institut au Maroc. Et on part. Et puis on est dans l'avion, puis elle me dit « Dis-moi juste un truc, comment tu savais qu'elle faisait un AVC ?» Mais je sais, quand tu prends pendant le doctorat en neurosciences, on te donne ce qui se passe, et puis voilà, on nous explique. Et il y a 4 points, mais pourquoi tu n'enseignes pas? Mets ça sur ta chaîne YouTube, parce que ça, c'est un truc utile. Elle s'appelle Sarah. Elle est là.
Ok. Je dis, ok, bonne idée. Donc, entre deux séances de séminaire, j'avais ma caméra, je tourne la séquence sur l'AVC. Je l'envoie dans la semaine, alors que c'est une vidéo qui fait près de 12 minutes. Ce n'est pas une vidéo petite, 12 minutes. Pour le long du web, parfois c'est long. Dans la semaine, elle a été vue 1,3 fois, 1,3 million dans la semaine. Aujourd'hui, cette même vidéo, on le regardait hier avec Franck, elle a presque 4 millions de vues. C'est pas un truc de malade. Et merci, vous pouvez, parce que c'est important. Mais ça prouve une chose que Martin vous rappelle depuis hier, combien la création d'un contenu intelligent qui répond à des besoins, c'est valable. Et combien, moi j'ai été frappé de voir combien les gens se la sont répercutés, ils se la sont recommandés. Il y a une vague autour de cette vidéo qui a été incroyable. J'ai des copains qui m'ont rappelé depuis des années. J'ai dit, je t'ai vu sur la vidéo, je viens de le recevoir, c'est un truc de fou. 4 millions de personnes. Il y a des personnes qui m'arrêtent dans le train pour me dire, j'ai vu votre vidéo sur l'AVC, c'est génial, merci beaucoup. Et mieux encore, j'ai des commentaires. Alors, j'ai de la chance, franchement, j'ai quasiment 98% de commentaires sympathiques. Ce qui est juste cool, je trouve ça sympa. Ok ? Maintenant, si j'avais 98% de commentaires pas sympathiques, pour moi, ce serait juste cool aussi. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre aussi, juste une, c'est que quand on prend la liberté de se montrer, on prend le risque d'être vu. C'est comme ça. Quand vous irez sur Internet, quand vous donnerez vos produits, quand vous allez écrire, quand vous allez donner des formations, tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Et vous direz des bêtises. C'est pas grave. Parce que si sur 100% d'informations, tu balances 3 conneries, c'est pas grave. Parce que tu en as 97 qui peuvent changer la vie des gens. C'est pas grave. Ose, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, à cause de ma tête, à cause de mes fringues, à cause de mon accent, à cause de mon style, à cause de ma réflexion, à cause de mes cheveux blancs, il y en a toujours qui diront « Oh, moi, j'aime pas. » Moi, personnellement, j'aime pas du tout le style. T'as vu comme il se la pète ? 4 millions. Bon. Il les a peut-être achetés. Moi, personnellement, alors, faut pas dire du mal, mais je déteste. Mais toi aussi, je t'aime. Parce que tu vas peut-être me détester maintenant, mais un jour, je vais te choper. Un jour, je vais te choper sur une de mes vidéos, je dirai un truc qui, boum, je vais t'éclater le cerveau. Parce que je te parlerai là, à ce moment-là, tu seras là. Bambi au pays de Godzilla, clac, je vais te manger. Faut juste que je chope une vidéo qui va avec. Faut que je réfléchisse. Vous aimez Bambi, hein? Ok. Il y a un deuxième point, mais je vais aller très très vite sur ce deuxième point. C'est important d'avoir la tête dans les étoiles, mais c'est important d'avoir les pieds sur terre. Donc de fixer des objectifs, naturellement, quotidiens, c'est super important, mais jamais, au grand jamais, je ne pourrais faire aussi mieux que ce qu'a expliqué Alexandra hier. C'était tellement clair, c'était tellement fluide, c'était tellement limpide, que cette partie sur les objectifs, je vais lui attribuer tous les honneurs, parce que c'était super bien, et c'était parfait, il n'y a rien à dire. On est OK? Super. Donc, merci Alexandra de m'avoir pourri ma conférence. Ça fait plaisir. Il y a un troisième point qui est essentiel. Parce que c'est clair qu'il faut de la vision, c'est clair qu'il faut du marketing, mais il faut des basiques. Tous les grands champions que j'ai accompagnés sont au clair avec les basiques élémentaires, les gestes de base de leur métier. Tu peux faire tout ce que tu veux. Chaque métier du monde, que tu puisses le faire comme un junior, senior, expert ou maître, il a ses basiques. Tennis, coup droit, service, revers. C'est comme ça. Sun Tzu, l'art de la guerre, disait « Nous pouvons faire de la stratégie guerrière qu'à partir du moment où les hommes savent manœuvrer à l'excellence. » Vous savez, nous, ça nous a coûté très cher en France. On a perdu la Seconde Guerre mondiale à cause de ça. Parce que les Allemands, quand ils mettaient les chars sur un champ opérationnel,
Ils étaient opérationnels à peu près entre 3 à 5 minutes avant les Français. Arbeit. Tellement organisé qu'on se faisait déjà pilonner avant même de pouvoir envoyer le premier obus. C'était mort. Et tout ça, ça repose sur des gestes élémentaires de base. J'ai eu la chance de travailler avec des champions du monde de judo, dont un qui s'appelle David Douillet. J'ai travaillé avec l'équipe de France de judo. Et c'est intéressant de voir combien les champions à ce niveau-là, c'est des monstres du basique. Il y a une personne que peut-être vous ne connaissez pas, mais chez nous, c'est une bonne idole. Il s'appelle Edgar Gros-Piron. Edgar Gros-Piron, c'est l'un des plus titrés en France au niveau du ski. Alors je sais que la nation France, par rapport à la nation canadienne, on est des petits, mais il faut bien qu'on ait nos références de temps en temps. Mais Edgar, il a été plusieurs fois champion du monde et champion olympique. Avec une particularité quand même, c'est qu'à l'époque, il est jeune, il faisait du ski de boss. Et il avait été champion du monde, et quand les Jeux Olympiques se sont faits à Albertville, en France, il a dit à tout le monde, dans 6 mois, je suis champion olympique et médaille d'or. Donc les mecs ont dit, dis-moi, arrête de te la péter là. Dans 6 mois, il y a la compétition, c'est rude. Non, vous n'avez pas compris. Dans 6 mois, ça se passe dans mon jardin, dans mon précaré. Il est hors de question que quelqu'un d'autre vienne me tirer la médaille. C'est à moi. C'est chez moi, je gagne. Les journalistes, ils adorent ces mecs-là. Parce qu'ils se disent, pourvu qu'il se plante. Il va se gaufrer. On y va. Et Edgar, on travaille souvent ensemble. Et un jour, on avait organisé pour mes équipes un team building au sport d'hiver. C'était un truc vachement intéressant. Et puis tous les deux, on télésiège. Alors, juste pour la particularité avec Edgar, pour ceux qui ont déjà fait du ski, quand tu arrives en haut d'une piste noire, tu fais pas le malin. D'accord ? Tu la regardes comme ça et tu commences à faire un truc qui s'appelle négocier. C'est-à-dire que là, tu as compris que la pensée stratégique devenait vachement intéressante. Tu ne peux pas y aller tout droit, il faut que tu passes là, comme ça, puis là, comme ça, puis là, comme ça. Edgar lui fait... Et on se retrouve en bas. Les pisteurs de la montagne d'en face, se disaient, le seul mec qui peut descendre une piste noire comme ça, c'est Edgar Gros-Piron. Ils traversaient avec leur skidoo pour venir choper un autographe. Et moi, il y a un truc que j'ai toujours adoré avec les grands sportifs, avec les personnes qui sont dans des moments où tout va se jouer. On est sur le télésiège avec Edgar, on va faire du ski ensemble, et j'ai dit, dis-moi, il me raconte toute son histoire, 6 mois avant, les journalistes, la pression, tout le monde disait, t'aurais pas dû dire ça, si tu te plantes, tu vas passer pour un cave. Ils s'en foutaient. Focus. Je vais revenir sur le focus. Et puis quand tu es là-haut, quand tu as tes 2 skis qui sont là, que tu as tes 2 bâtons qui sont plantés, que tout le monde te regarde en bas, que tout le monde crie « Edgar », il y a la neige qui est tellement épaisse que tu ne sais pas ce qu'il y a du brouillard, il y a le prompteur qui tombe, à ce moment-là, à quoi tu penses ? À planter 2 fois mes bâtons. Ouais, d'accord, mais dans ta tête, à quoi tu... David, je ne pense qu'à ça. Parce que si je plante 2 fois mes bâtons, les basiques, je prends la vitesse nécessaire et du coup, je flotte au-dessus des bosses. Si je plante 1 fois et demi mon bâton, je vais prendre 2 cm la bosse en dessous, et là, tu es sûr d'une chose. C'est mes chevilles qui vont prendre, chaque bosse va me ralentir, les dernières, c'est les genoux, et j'ai plus la puissance et la vitesse pour faire mes figures. C'est mort. Donc, je vais te dire un truc. Le job, la réussite, le cheminement, les journalistes, je m'en fous. Je suis centré sur mes basiques. C'est incroyable. Parce qu'en fait, on peut penser qu'à ce niveau-là, les mecs, ils ont des systèmes de pensée hyper élaborés pour gérer leur stress. Non, ils sont centrés sur les basiques. En vente, tu as des basiques. Savoir te présenter, que ce soit sur le web ou que ce soit lors d'un entretien, c'est des basiques. Moi, personnellement, en entretien de vente, je n'ai pas rencontré dans toute ma carrière 10 personnes qui savaient se présenter à l'excellence. Vous savez, ce qui est encore plus dingue, c'est que si demain je devais vous rencontrer, vous seriez capable de faire partie de ces 10 personnes, parce que vous êtes en train de l'apprendre. Ça s'appelle des basiques.
Regardez la pédagogie incroyable qui vous est proposée ici, parce que tout est déroulé du petit jusqu'au développement. Avec Martin qui vous dit, ça vous intéresse, il va y avoir un module pour ça. Avant, maîtrise ça. Il est en train de dire, maîtrise tes basiques. Maîtrise ton discours. Maîtrise ton slogan. Maîtrise ton pitch elevator. Maîtrise ce que tu vas dire de ton produit. C'est des basiques. Vous avez remarqué un truc, que les grands champions s'entraînent tout le temps. J'ai travaillé avec des grands champions de l'ATP, c'était un truc de dingue. J'ai remarqué combien les mecs, un tennisman s'entraîne 4 heures par jour. Quand il n'est pas en tournoi, c'est 4 heures par jour. Tu as envie de lui dire, hey Bob, arrête, c'est bon, c'est acquis là, fais autre chose. Et mais le mec, tous les jours, boum, il renvoie un coup droit avec une seule obsession, je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer. Le tigre des bois, traduisez Tiger Woods. Quand il terminait un tournoi, c'était le seul qui se prenait 1 heure pour s'isoler et retravailler les coups qu'il avait ratés pendant le tournoi. Mais quand tu te fais un tournoi de golf pendant plusieurs heures, que tu es focus, que tu penses qu'à ça, que tu es concentré, que chaque geste, chaque respiration est pesée, quand ça s'arrête, tu as envie de dire « Viens, je souffle, je vais prendre un verre avec mes potes, je vais célébrer la victoire ». Mais même quand il avait gagné, il ne célébrait pas la victoire, pas avant 1 heure. Parce que pendant cette heure-là, le mec, il peutait comme un fou. Tu crois qu'on réussit par hasard? Tu crois que tu peux réussir sans t'affûter? C'est pas possible. C'est bien d'avoir une vision, mais soyez très clairs sur les basiques. Les basiques, ça se façonne au quotidien. Ça se moule au quotidien. Beau, beau, beau. On a une vision très claire de ce qu'on veut être, de ce qu'on va produire. On a des objectifs qui sont organisés et structurés à 90 jours. Et on est au clair sur les basiques. Les basiques, c'est les premières choses que vous allez apprendre dans un métier. Moi, un jour, je parlais avec un monsieur en France qui s'appelle David Douillet. Alors, David Douillet, ça ne vous parle pas pour vous. Mais David Douillet, il a été l'un des judokas les plus titrés de tous les temps. Un très grand champion. Moi, j'avais rencontré David sur une émission de télé pour laquelle j'étais psychologue. Et après, on a sympathisé, et c'est grâce à lui que j'ai pu travailler avec l'équipe de France de judo. Et c'est intéressant parce que ce type-là, il a été un jour... donc il termine, il a été champion du monde et champion olympique. T'as tout. Quand tu es champion du monde et champion olympique, c'est le saint graal du sport. Ok ? Après, il était copine avec la femme du président actuel, à l'époque. Ils avaient un truc qui s'appelle les pièces jaunes. On récupérait toutes les petites pièces jaunes pour les hôpitaux. Le mec, t'es sûr que de toute façon... sa carrière est lancée et on sait que ça va être certainement notre futur ministre des Sports. Et il faisait partie des 5 personnalités les plus aimées en France. Un mec géantissime, avec du cœur, avec de la sympathie, avec un vrai géant. Et c'est intéressant parce qu'un jour, il va donner une conférence à Lausanne, au CIO. Et pendant cette conférence, endroit où je donnerai une conférence 10 ans plus tard, et je vous expliquerai ce qui s'est passé là-bas. Quand il donne la conférence, après, il rencontre son idole japonaise qui vient le voir et qui lui dit « Je te félicite parce que tu es un très grand champion. » C'est-à-dire qu'il y a son grand champion de quand il était petit qui lui dit « Je te félicite, tu es un très grand champion. » Mais quel dommage! Tu gagnais encore un championnat olympique et tu me volais mon titre de judoka le plus titré de tous les temps. Et là, le mec, il fait « Tiens, c'est bizarre. Je ne l'ai pas celui-là. Champion du monde, je l'ai. Olympique, je l'ai. Celui-là, je ne l'ai pas. » Et là, ça tourne dans sa tête. Et quand il revient en train, il est en contact avec un autre très grand champion du monde de ski qui lui dit « L'essentiel dans la vie, c'est de prendre des risques et de faire ce que tu as envie de faire. Et ce que tu aimes. » Il rentre, il va voir son épouse et il lui dit « Je retourne sur les tatamis, je veux devenir champion olympique. » Point de détail. 4 mois avant, il a eu un accident de moto qui lui a pété les 2 ligaments dans le dos. Donc son médecin, il dit, écoute, physiquement, tu peux le faire. Mais je te dis, tu n'as plus de structure physique, ton dos, il ne pourra pas te maintenir. Et David, il avait un judo qui était très musclé, très puissant, boum, il rentrait à l'intérieur, explosif. Poids lourd, mais très explosif.
En 6 mois, seulement 6 mois, il a réappris à faire du judo. Et il s'est centré sur quoi? Sur la technique. Parce qu'il a dit, avant, je pouvais rentrer en force, maintenant, je ne peux plus. Je vais m'inscrire à m'attarder juste sur la technique. Il a travaillé quoi? Le kumikata. Le kumikata, c'est le premier geste que vous apprenez en judo. C'est un geste très simple. Tu le mets, toi, tu le positionnes. Parfois, on les voit, on a le sentiment qu'ils sont en train de se toucher le pyjama. Les gars, allez-y, mets-lui une tarte. Boum! Non, 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 non. C'est technique. Parce qu'une fois que tu as placé ton kumikata, toi, là, le gars, tu le maîtrises et lui, il ne peut rien faire. Ça, c'est technique. Il a travaillé ça. Il a travaillé ses cuisses, il a travaillé ses épaules. Il est devenu champion olympique. C'est dingue. Mais il avait une vision très claire. Il avait une vision très claire. Et vous savez ce qui est intéressant? Je parlais, moi, avec Stéphane Traîneau, qui était le capitaine des entraîneurs à cette époque. Et Stéphane, il me dit, moi, il s'est passé un truc incroyable. Il avait gagné la compétition dans le vestiaire. À l'époque, il combat contre un mec qui s'appelle Shinohara. Shinohara, c'est la pointure japonaise, presque invaincue. Sauf que Shinohara, il sait très bien ce que David Douillet vient faire là. Il vient de prendre la suprématie aux Japonais. C'est-à-dire qu'il y avait un Français qui allait voler au peuple japonais, créateur du judo, sa suprématie. Le mec, il perd, il se fait harakiri, je vous le dis. Et où est-ce qu'il a perdu? Dans le vestiaire. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé dans le vestiaire, le mec, il était chaud, entraîné, en sueur, et il voit David Douillet en train de faire la sieste et de ronfler. 20 minutes avant le combat, David, il ronfle. Et là, Stéphane Traîneau, il a vu, dans les yeux de Shinohara, la peur. Il avait peur. Parce qu'il se dit, si ce mec-là, il est aussi détente avant le combat, il doit être frais, il doit être sûr de lui. Vous devez avoir une vision, vous devez travailler vos basiques, et sans arrêt. Vous savez ce qui est intéressant, c'est que depuis que je suis ici, moi, j'aime apprendre. J'aime apprendre. Quand je suis ici, je suis comme vous, je suis un petit étudiant. Je ne me la pète pas américaine avec ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Je fais chier personne, je me mets dans le coin et je gratte. Tout ce que je peux gratter, parce que je trouvais qu'il y avait tellement d'intelligence. Et je m'étais rendu compte à quel point je n'avais pas suffisamment travaillé mes basiques dans toute cette industrie qui est la nôtre. Et que, finalement, je disais à mon épouse, t'imagines tout ce qu'on peut encore faire en termes de développement? C'est énorme. C'est juste énormissime. Maintenant, je voudrais vous alerter sur quelque chose aussi qui me semble incroyablement important et qui est le fruit d'une observation, pas simplement psychologique, mais également neurologique. Tous ici, là, vous allez devenir des indépendants. Qui veut devenir indépendant dans cette salle? Levez la main. OK. Qui veut réussir son business, son propre business dans la salle, quel que soit le business? Levez la main. OK. Alors, intégrez une chose. Quoi que vous fassiez, vous serez la plupart du temps seul. D'accord? Ça veut dire une chose. Ça veut dire que vous allez devoir élever comme jamais, votre niveau de responsabilité personnelle. La responsabilité, ça vient de responsarer, la capacité que j'ai de donner des réponses à une situation spécifique. Les personnes qui réussissent plus que les autres sont responsables. Comment je deviens responsable? En ayant une attitude mature. La maturité, c'est la relation honnête que j'entretiens avec la réalité. C'est ça la maturité. Comment je développe la maturité? Alors écoutez-moi bien. Parce que quand on vit dans l'univers du développement personnel, j'entends plein de trucs sur fais ce qui te fait plaisir, c'est fan. Pourtant, c'est bizarre. Quand j'ai des intervenants, tous me disent « Ouh, c'était dur, j'ai perdu, j'ai mangé, j'ai pris cher. » Il y a de ça 5 ans, ça va être la séquence émotion. Il y a de ça 5 ans, un de mes employés a détourné 350 000 € dans mon affaire. Il a mis 2 sociétés par terre, dont une que j'aimais profondément, parce qu'elle était plutôt ancienne. Il avait falsifié des documents, il a fait falsifier un faux contrat, il avait imité ma signature, et au départ, et en plus de ça, il m'avait attaqué, comme quoi je ne l'avais pas assez payé. D'accord?
Par chance, compte tenu des relations que j'ai une personne qui m'a dit, tu sais, moi je connais une personne qui est attachée à la Cour de Paris, qui est une experte en graphologie. Elle a monté un dossier de 200 pages, et elle prouvait à travers ce dossier qu'on ne pouvait jamais avoir une signature 2 fois dans la même vie, la même, or que la signature qui avait été reproduite sur tous les documents était à chaque fois la même s'il était scanné ou on changeait la distance, mais tu ne peux pas faire à chaque fois la même signature. Quand j'écoutais hier la présentation d'Alexandra, je me suis dit, tiens, ouf, j'étais pas tout seul. Et il s'est avéré qu'un jour, j'arrive devant je suis au tribunal de Chambéry, j'ai mon avocate, j'ai l'avocate de la partie adverse, et j'ai le procureur qui est là, qui me dit, Monsieur Lefrançois, j'ai une bonne nouvelle, vous allez pouvoir récupérer absolument tout ce qu'on vous a pris. On a analysé le document, et de toute façon, on ne peut pas remettre en question un document pareil. On sait qu'il y a eu vol, qu'il y a eu structure. Donc voilà, pour aller devant le procureur, il fallait que je porte plainte, de mon côté. Et voilà, avec la plainte, c'est 350 000 € d'amende, donc vous pourrez récupérer, et c'est 5 ans d'emprisonnement. Là, il y a un blanc tout de suite, et je lui dis, monsieur, j'ai besoin d'un café. Il faut que je réfléchisse. Parce que le tout petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que cet employé n'était autre que mon grand frère. Un détail comme ça, ouais, si. Donc je vais prendre un café que j'ai jamais avalé. Et quand je remonte, je le regarde, je fais, monsieur, je retire ma plainte. Et là, le procureur, il est en furie. Il me dit, j'espère que vous plaisantez. J'espère que vous plaisantez. Je dis, non, je ne plaisante pas. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter ici, dans une salle comme ça. Il n'y a rien de drôle. Je retire ma plainte. Mais c'est un escroc. Et puis, ce n'est pas simplement qu'une escroquerie à vous, c'est une escroquerie à l'État, parce qu'il va demander des dommages à l'intérêt à l'État. Oui, monsieur, chacun son job. Maintenant, je vous explique un truc. Ma mère, elle a 78 ans. Vous pensez qu'elle va devenir comment, ma mère, quand elle va apprendre que son fils aîné risque d'aller en prison? Ça va la tuer. Alors écoutez-moi bien, les 350 000 € comparés à l'amour que j'ai pour ma mère, c'est rien. Je m'en fous. Il faut qu'elle vive, cette femme. Ces dernières années doivent être exceptionnelles. On est d'accord ou pas? Mais oui. Merci. C'est la fête des mères. C'est la fête des mères. Maman, je t'aime. Là, le mec, il ne me comprend pas du tout. Il me dit, mais c'est un escroc. Je dis, oui, c'est vrai. Mais d'abord, avant d'être escroc, il est mon frère. C'est pas un détail léger, quand même. Alors, la seule chose que j'ai demandé, j'ai dit à son avocat, j'ai dit, voilà, vous allez retirer aussi la demande de dédommagement de l'État. Vous avez 48 heures pour le faire. Parce que je ne veux pas non plus me porter caution d'un détournement à l'État. Et le type me regarde et il me fait, mais il vous a volé 350 000 €. Oui, je viens de faire une erreur de 350 000 €. Votre entreprise est par terre, c'est vrai. Mais vous savez ce que j'ai? L'intelligence. Je sais faire de l'argent. J'ai mes clients, je sais faire. Grâce à Dieu, j'ai ces connaissances, j'ai ces compétences. Alors vous savez quoi? Pourquoi je suis prêt? Oui, ça va être dur. Et ma femme qui est ici pourra vous le dire, ça a été très dur pendant quasiment 1 an. Mais au bout de 2 ans, on avait tout rattrapé. Tout rattrapé, parce que quand c'est comme ça, quand tu es aligné, ça marche. Et j'ai fait une chose que je vous encourage tous à faire. Quel que soit votre niveau, quelle que soit votre histoire, pardonnez. Je vous en supplie, pardonnez. Quand je suis sorti du tribunal, j'avais 4 heures dans le train. J'ai écrit une lettre de pardon à mon frère tout de suite. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Pour me libérer la tête. Parce que je ne voulais pas avancer dans mes affaires en pensant sans arrêt, tu te rends compte, il m'a pillé, il m'a violé, mais j'aurais chopé une maladie. Ça ne sert à rien. Ce qui est. Il y a des choses que tu ne peux pas changer dans la vie. Quand Marc Aurèle, il dit « Dieu, donne-moi la force de changer ce que je peux changer, le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse d'en faire la différence », c'est sympa une citation, mais vis-la. Là, je ne pouvais pas faire la chose, je ne pouvais pas revenir en arrière et dire « Mon frère, est-ce que c'est quoi ?» Bon, allez, entre nous.
rembourse. Parce qu'en plus, lui, il était tellement dans la honte qu'il ne pouvait plus être en face de la relation. Il a fait son choix. Mais d'après vous, vous imaginez combien moi j'ai grandi dans cette histoire? Parce que je me suis confronté à, tiens, tu peux tout perdre. Mais je n'ai pas perdu ça. Grâce à Dieu, j'ai mon cerveau, j'ai mes stratégies, j'ai mes processus, j'ai la confiance de la quasi-totalité de mes clients. La seule difficulté qu'on a eue, c'était que j'avais naturellement, quand une entreprise elle tombe, tu as des partenaires qui sont plantés. J'ai appelé chacun de mes partenaires pour leur dire, voilà, je vais remonter, je vais reconstruire. Je leur ai expliqué la situation. Chacun, ils m'ont dit oui, et je leur ai dit, voilà, c'est simple, tu vas me facturer, mais tu me factures 50% de plus à chaque fois, et je te rattrape sur l'année toutes les factures que je te dois. Ils ont tous accepté sans aucune exception. Parce que j'étais quelqu'un de clair, parce que j'étais quelqu'un d'intègre, je les ai jamais plantés, j'ai jamais été en retard d'une facture, et j'étais droit dans mes bottes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le niveau d'intégrité, c'est ça aussi, c'est ça votre histoire. C'est super, super, super important. C'est juste essentiel. Vous serez toujours confronté à l'adversité. Vous aurez toujours des difficultés. C'est pas grave. Moi, j'aime cette phrase aussi de Mandela qui disait « Je ne perds jamais, ou je gagne, ou j'apprends ». C'est un principe de base. L'échec n'existe pas dans l'industrie du zéro limite. Vous avez deux possibilités. Vous avez, qui a vu la vidéo sur le portail de l'académie? Levez la main. Ouais, cool. La vidéo de la conférence que je donnais sur le portail. OK. Je vous explique tous les cheminements sur la réalité et je vous dis à un moment donné, vous avez le choix dans votre vie, mes seigneurs. Vous avez un choix ultime. Ou d'être une victime, ou d'être un créateur. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 positions, il n'y a pas 36 postures. Tu es ou une victime, ou un créateur. C'est la faute des clients, du système, du marché, de la relation, de l'évolution, de ta politique, de l'environnement, de la mondialisation, où tu crées le produit nouveau, l'instance nouvelle, une nouvelle façon de communiquer. Tout à l'heure, je vous disais que je vous parlerai de ce qui s'est passé dans la conférence au CIO de Lausanne. 10 ans plus tard, après David Douillet, je suis convoqué au CIO de Lausanne sur mon expertise que j'avais développée avec les sportifs de haut niveau. Et j'avais développé une expertise sur la notion de modélisation des sportifs. Et j'ai donné une conférence sur la modélisation des meilleurs. Oh, ça se résume à une phrase, une seule. Si tu as envie d'apprendre à voler, vaut mieux modéliser un aigle qu'un dindon. C'est le principe de base. Je vous jure, c'est vrai. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a plein de mecs qui sont bons dans un domaine, et j'expliquais qu'on devait observer. Moi, quand je vois des Olivier Lambert, quand je vois des devs, ils ont des stratégies de psychopathes. Il y en a un qui a un plan d'attaque mondiale. Je préfère être dans son camp, je te jure. Donc je vais dire, ok Olivier, tu es mon chum, je t'aime. Et tu sais quoi? Toi et moi, c'est weird. J'ai réussi à le placer 3 fois. Je donne cette conférence à Lausanne et j'explique comment on fait pour modéliser les champions. Et puis après, il y a un petit buffet, on discute. Et puis il y a un petit monsieur qui vient me voir, très sympathique, qui me dit, j'ai adoré votre conférence. J'ai trouvé ça génial, j'ai aimé ce point-là, j'ai adoré ça. La façon dont vous avez dit ça, le mec, il remettait un rare retour en termes de reformalisation. Et il me dit, il y a juste un point avec lequel on n'est pas d'accord, nous, c'est que si vous modélisez toujours le numéro 1, vous êtes obligatoirement le numéro 2. Parce que nous, on ne fait pas comme ça. Je dis, okay, c'est qui vous? Le gars, il sort sa carte, et j'avais en face de moi Jean Todt de l'équipe Ferrari. Ah, vous êtes Jean Todt? Il me dit oui. Il me dit, je sais ce qu'on fait nous chez Ferrari. Et j'ai trouvé ça génial. Il me dit, nous, on prend la voiture et on l'éclate. On l'éclate complet. La carrosserie, le spoiler, les freins, les pneus, l'hydraulique, le système électrique, le système électronique. On éclate tout. Et on se demande qui est le meilleur dans ce domaine. Et on réfléchit à qu'est-ce qu'il va devenir dans 10 ans. Lui, là.
Et c'est ça qu'on modélise. J'ai trouvé une idée géniale. Cette idée-là, elle m'a rapporté des centaines de millions d'euros parce que c'est l'idée que j'ai vendue aux entreprises quand je faisais de la prospective avec eux. C'était de dire, si tu veux penser ton avenir, bonhomme, si tu veux penser les 20, 30, 40 prochaines années de ta boîte, on va regarder, on va tout éclater dans ta société et on va dire, c'est qui le meilleur dans le domaine? Et puis on va modéliser chacun des principes. Ça a marché super. Vous avez la chance aujourd'hui d'être en contact avec les meilleurs de l'industrie du zéro limite. Le top of the world, mais c'est vrai, c'est hallucinant. Alors, vous avez deux possibilités. La première, vous laissez passer l'opportunité. La deuxième, vous la saisissez à bras-le-corps et vous vous investissez comme jamais de votre vie dans cette formation, en donnant le meilleur, en travaillant. Est-ce que ça va être simple? La réponse est non. Est-ce que ça va être facile? Encore moins. Mais je peux vous jurer qu'au final, si vous appliquez ce que vous êtes en train d'apprendre, d'appliquer ce que vous êtes en train d'apprendre, ça marchera. Quand je vous parlais de maturité, laissez-moi vous expliquer au niveau psychologique et au niveau neurologique ce qui se passe. Dans le stade de l'évolution par rapport au cerveau, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, il se passe un truc qui est juste fabuleux. C'est qu'on n'a pas les mêmes besoins et on ne les exprime pas de la même façon. L'enfant, lui, il exprime tout ce qu'il a envie. Il a envie. Puis, à l'adolescence, il va commencer à exprimer ce qu'il veut. Ce qui ne va pas toujours nous arranger, nous les adultes, parce qu'il va être en désaccord avec ce que nous, on veut, en vrai. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, va se développer une autre relation dans laquelle on va dire okay, ça, c'est ce que tu veux, mais regarde ce que tu dois faire. Ça s'appelle la responsabilité. Et moi, personnellement, la responsabilité, et je suis sûr que vous partagez pour beaucoup cette façon de vivre, mais la responsabilité, je l'ai subie quand j'étais gamin. J'avais pas envie d'aller à l'école, j'avais pas envie d'apprendre des matières que je trouvais cons, qui me serviraient à rien, mais vraiment à rien dans ma vie. Même si je sais qu'aujourd'hui, c'est pas obligatoirement vrai. C'est vrai que mathématiques, aujourd'hui, je fais pas de mathématiques, mais j'ai développé une forme de pensée mathématique. C'est ça la maturité. C'est bizarre qu'à l'école, on vous dit « faites vos devoirs ». Pourquoi on appelle ça des devoirs? Parce que c'est un devoir. Parce que c'est en faisant tes devoirs que tu deviens responsable. Écoutez-moi bien, si vous voulez réussir dans cette industrie, vous ne devez pas faire ce que vous avez envie. Bien sûr, vous devez faire ce que vous aimez. Bien sûr, vous devez être en connexion avec votre talent. Mais si vous faites ce que vous avez envie, je vous le dis, vous allez direct contre un mur. Vous devez faire ce que vous voulez et plus encore, vous devez faire ce que vous devez faire. C'est quand Martin, hier, il dit « Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui ont une liste et qui ne leur écrit pas assez régulièrement ?» Je fais partie de ces personnes-là. Vraiment. Et je me suis dit « Tiens, mais c'est incroyable. Faut-il que je vienne ici pour que quelqu'un m'apprenne un basique que je sais? Mais je fais ce que j'ai envie plus que ce que je dois. Donc mon engagement, ça va être chaque semaine d'envoyer un mot sympathique, un article, un truc. Parce qu'en plus, c'est quoi? Je l'ai la matière. Mais c'est ça qui est important. Faites ce que vous devez faire. Il y a un tas de choses. Est-ce que vous pouvez imaginer Alexandra, qui est dans sa séquence de tournage, qui décide qu'elle a envie de faire du shopping? Ça semble tellement pas cohérent que ça vous fait rire. Parce que vous savez pertinemment que quand elle est là-dedans, elle ne peut pas être autrement dans une autre dynamique que celle-ci pour produire et avoir des résultats. Vous voulez réussir, mes amis. Vous devez avoir une vision très claire, c'est certain. Vous devez affûter vos basiques et vous entraîner tous les jours, vous améliorer tous les jours, faire ce que Martin dit. Tiens, donne-moi un feedback. Donne-moi un feedback. C'est pas parce que tu fais ça depuis des années que tu ne peux pas demander de feedback. Donne-moi un feedback. Dis-moi ce que je dois améliorer chez moi. Dis-moi ce que je dois améliorer chez moi. Ça, c'est important. Et en permanence, je m'affûte. Et ensuite, je dois être décidé, c'est qu'est-ce que je dois faire concrètement pour réussir dans cette industrie? Je dois produire, je dois gérer, je dois marketer, je dois faire du réseautage, je dois me former, noter tout ça.
Et vous savez quoi? Faites-le. On parlait de Nike. Nike. Si Nike est la meilleure marque du monde au niveau du sport, c'est pas pour rien. C'est grâce à un slogan, Just Do It. Mais pourquoi ce slogan, il est juste extraordinaire? Vous savez que le mec qui a créé Just Do It, il a été payé 1,5 million de dollars pour faire le slogan. 1,5 million de dollars pour faire Just Do It. T'as envie de dire, les gars, file-moi 1 million, je te fais un truc génial. Mais pour trouver Just Do It, il faut rentrer dans l'âme du sportif. Du mec qui rentre le soir, qui s'est tapé son boulot, que c'est difficile, un gars qui a des objectifs au niveau sportif et qui doit juste, à un moment donné, faire les choses. Parce que si tu commences à réfléchir, à dire « Attends, j'ai eu une journée, il pleut dehors, il fait pas bon, il fait froid, je mérite peut-être bien un truc sympa. » C'est mort. Et tu te retrouveras, après 40 ans, avec un bide. Et à chaque fois, on te dira « C'est pour quand ?» C'est un principe. Il y a un moment donné, just do it. Fais-le, c'est tout. Ferme-la. Arrête de philosopher, arrête de parler. Fais les choses. Si tu veux obtenir des résultats, si tu veux y aller, ok, il faut de la vision, ok, il faut des valeurs, ok, il faut une vision, il faut des comportements, il faut des connaissances, il faut du contenu. Mais faites les choses. Au quotidien, posez des actions. Moi, il y a un truc que j'aime chez les Américains, ils sont pragmatiques. Les psychologues ne le sont pas toujours. C'est vrai. Sauf les psychologues canadiens. Et particulièrement ceux du New Brunswick. Non, je sais qu'il y en a. Je ne voudrais pas en prendre une. Non. Donc là, le principe, c'est moi, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils disent quoi? Fixe-toi un objectif ambitieux, sois prêt à payer le prix et agis massivement. J'adore. J'adore. Comprenez enfin une chose. Intégrez cette phrase que j'ai entendue dans des CD audio de Tony Robbins, mais que j'ai trouvé extraordinaire et qui va à l'encontre de même que tout ce que les psychologues pouvaient penser jusqu'à présent. Past is not equal to future. That's it. Ton passé, c'est pas ton futur. Il peut jamais être ton futur, ton passé. À partir du moment où tu prends des décisions engagées, à partir du moment où tu déclares qui tu es, à partir du moment où tu fais les choses, à partir du moment où tu collabores, à partir du moment où tu coopères, ton futur, il sera toujours extraordinaire. Ton passé, il est passé, c'est mort. C'est mort. Peu importe ce que tu as fait, c'est ce que tu fais maintenant qui compte. Je vous jure, c'est vrai. Bouge maintenant. Bouge maintenant, mais oui. Merci. Alors je sais que parfois, quand je dis ça, il y a la même personne qui fait. Je le déteste encore plus. Bon, c'est bon, on sait ce qu'on a à faire. Hein. On n'a pas besoin de lui pour nous dire que. Mais si, vous avez besoin d'avoir du rappel, comme moi quand je viens ici, alors que je pense que ma vie est bien encastrée, bien bâtie, et pourtant je me fixe des challenges tous les jours. Vous savez ce que je vais faire? Au mois de juillet, avec mon épouse, on va déménager à Tel Aviv pour que je puisse faire de la recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Martin vous dit « il faut des contenus extraordinaires », il faut des contenus extraordinaires. Et moi, j'ai toujours bâti mon affaire, ma vision du monde, sur une seule valeur qui s'appelle la générosité. Et je crois que profondément, c'est pour ça que Martin et moi, incroyable, c'est que moi, j'ai vu Martin, j'ai dit « mais quel mec !» Il est comme moi. Je suis rentré voir ma femme le soir. J'ai dit, Martin, il est comme moi. C'est un généreux. Il donne tout, le mec. Combien de personnes m'ont dit sur YouTube, David, tu donnes trop? Mais bien sûr que je donne. Mais plus je donne, je me remarque que plus mon industrie, elle se développe. C'est un truc qui est magique quand même. Plus je fais du gratuit, plus je donne un maximum, je fais quasiment pas de pub. Une tous les 40 vidéos, je fais une pub pour un produit. Et à la fin, vous avez juste 2 petites lettres. Alors c'est vrai que je pourrais modifier, améliorer, et je le ferai. La vérité, je le ferai. Mais je ne fais pas de pub parce que je sais une chose, c'est que quand je donne, quand je suis authentique, ça marche. Et si vous avez cette peur de dire, parce que je peux comprendre cette peur légitime de dire, je ne vais quand même pas tout donner. Si donner tout. Parce qu'à un moment donné, quand tu as tout donné, eh ben, reste tout à recréer. Et moi, j'arrive à une période de vie en disant, j'ai donné beaucoup,
Il m'en reste encore beaucoup sous le tablier, la vérité. Mais si je vais faire de la recherche, c'est pour, dans les 10-15 prochaines années, je sois encore le numéro 1, dans mon pays en tout cas. Et ce que je souhaite aussi, et je vais partager avec vous un objectif profond. J'aime profondément les Canadiens. Vous êtes très facile à aimer en fait, en vrai. Il faut que vous le sachiez. Et j'ai un attachement pour Martin qui est indéfectible. J'aime cet homme profondément, et s'il était en France, je pense que je l'aurais épousé. Parce que maintenant, on a le droit. Heureusement qu'il est au Canada. Mais l'une de mes volontés, ça sera vraiment de venir m'installer ici en début d'année prochaine pour pouvoir proposer mon institut et pour pouvoir, avec Martin, monter quelque chose et lui proposer quelque chose d'énorme. Parce que j'aurais envie de partager ça avec vous. Voilà. Merci. Et dernier point, ça sera l'ultime point, juste une chose. Pour clôturer avec ça et pour vous expliquer à quel point vous avez la chance d'être ici. Moi, je vous dis, si vous voulez réussir, trouvez-vous un partenaire en responsabilisation. Quelqu'un qui va vous amener... Vous avez vu les rencontres magiques que vous avez fait pendant le séminaire? Des personnes qui ne se connaissaient pas ont tout de suite connecté parce que vous avez tous les mêmes valeurs. Vous avez connecté ici parce que vous avez tous les mêmes ambitions. Donc ça vous parle. Chopez une personne ici, demandez-lui de devenir votre partenaire en responsabilisation, quelqu'un qui va vous responsabiliser quant aux actes que vous avez à poser. Ça, c'est super important. Dernière chose, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus dans notre vie. Posez-vous ça. Les 5 personnes que vous fréquentez le plus dans votre vie, vous allez le devenir. C'est globalement vrai, spécifiquement faux, mais c'est une tendance qui se relate au niveau psychosociologique. Donc choisissez de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui sont de votre camp, qui sont dans votre camp de base, avec lesquelles vous allez fabriquer un peak state et avec lesquelles chaque jour vous construirez quelque chose de weird. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.